vous propose de débuter cette table ronde, donc qui s'inscrit évidemment en écho à l'exposé très riche que Sandro vient de nous partager. Donc nous avons la chance d'accueillir quatre témoins, 4 acteurs qui sont engagés en fait dans ce rapport renouvelé aux ressources. Moi, j'ai déjà été présentée tout à l'heure, donc je suis Amélie et je suis là pour fluidifier les échanges et être au service pour que vous puissiez récolter un maximum de ces témoignages. On va parler de différents types de ressources ce matin, puisqu'on a à la fois de la mutualisation de matériel technique dans le secteur de la culture avec Vincent Robert, qui est directeur de l'APMAC, donc une association de soutien au spectacle vivant. Vous allez voir, c'est très varié. Ensuite, nous avons Élise Molinier, qui est directrice du SMICVAL, que des acteurs locaux. Je ne sais pas si vous remarquez d'ailleurs, ça c'est chouette aussi. Donc le SMICVAL, c'est un syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets. Donc un peu l'aval de la non-considération de la ressource dans le modèle dominant. Voilà, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, on va voir qu'au-delà de la collecte et de la valorisation, c'est plutôt vers la réduction que vous vous tournez. Ensuite, Olivier Blandin, donc, qui est intervenant-chercheur au sein du laboratoire d'intervention recherche Athémis, et qui là va nous parler en fait s'appuyer en tout cas sur une intervention qui a été menée auprès des ASCA, donc les associations de la qualité de l'air. Il y en a plusieurs dans les régions de France. Donc là, on est autour finalement plutôt d'un bien commun qui est l'air que d'une ressource. Et pour finir, nous avons Franck David, qui est cofondateur et coordinateur technique de l'association Les Racleurs, où là, on est plutôt sur la ressource vivante qui est le sol. Donc vous voyez, c'est très varié. On a 1h30 et 4 témoignages très riches, donc l'enjeu, ça va être aussi de tenir le timing. Je laisserai là à chacun le soin de présenter un peu plus les activités de sa structure, en même temps que de répondre à ma première question, qui est... en quoi le modèle dominant finalement détruit les ressources? Bon, ça, on le sait, mais peut-être pour chacune de vos dimensions de le poser. Et en quoi le fait de s'engager dans un rapport renouvelé à la ressource, c'est pas qu'une question technique, mais en fait, ça fait se poser des questions sur tout le modèle économique. Et je propose à Vincent de commencer. Il ne sait pas, il est surpris parce que j'ai pas donné l'ordre et ça changera à chaque fois. Comme ça, vous restez alerte aussi. Donc, on a un deuxième micro. Vincent, on vous écoute peut-être déjà. Quelles sont les activités de l'APMAC? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Amélie. L'APMAC, donc, c'est une association qui va bientôt fêter ses 47 ans, je crois, créée à Saintes, en Charente-Maritime, autour d'un besoin identifié à la fin des années 70 sur la nécessité d'accompagner l'émergence des propositions culturelles et d'animation des territoires en leur mettant à disposition des matériels scéniques. Donc on entend par matériel scénique des projecteurs, des systèmes de sonorisation, des structures scéniques. Depuis, l'APMAC a étendu son périmètre d'intervention à toute la région Nouvelle-Aquitaine, les 12 départements, et il y a 2 sites de production, Saintes, donc le siège social, et Limoges, une agence. Les activités sont toutes centrées sur les techniques du spectacle vivant, mais sont assez variées néanmoins. Donc il y a bien sûr la gestion d'un parc de matériel scénique. Il y a des missions aussi d'ingénierie de territoire, avec des recensements d'équipements, du maillage territorial, du conseil à la maîtrise d'ouvrage, de la formation professionnelle continue et des services de prestations techniques pour la mise en œuvre des matériels. Alors en quoi le modèle existant est néfaste pour la société et la Terre peut-être. Je vais prendre un cas très concret. Dans notre secteur d'activité, on utilise beaucoup de matériel. Par exemple, le matériel d'éclairage. Depuis quelques années, on entend parler d'une transition technologique, la transition LED. Et donc on nous invite à remplacer des matériels qui fonctionnent encore, qui utilisent une technologie ancienne mais maîtrisée, l'incandescence par exemple. Donc de remplacer ces matériels qui parfois ont 30, 40 ans déjà, mais qui fonctionnent toujours, par un nouveau matériel qu'on va appeler projecteur électronique, projecteur à LED, qui consomme beaucoup de ressources à la production, certes qui consomme moins d'énergie au moment de son exploitation, mais qui pose tout un tas de problèmes
d'obsolescence, par exemple, alors programmée ou subie, ça reste encore à évaluer, mais donc ça c'est un problème. C'est là, à cet endroit-là, on consomme beaucoup de ressources. Et donc on peut s'interroger pour comment, sans pas forcément rejeter cette transition technologique, mais en tout cas comment faire de cette transition technologique une transition un peu plus écologique, peut-être en interrogeant les usages, par exemple. J'ai oublié quelque chose ? Non, il y avait l'exemple que vous me citiez autour des financeurs et cette logique de volume aussi dans laquelle ils sont pris. Parce que vous dites, on vous réduit les subventions et... Oui, alors ça, c'est le système dans lequel évoluent beaucoup d'associations aujourd'hui en France. Donc, il y a un contexte budgétaire qu'on connaît, les subventions se réduisent et on nous invite du coup à changer notre modèle économique. Alors ça veut dire quoi pour une association comme la nôtre ? On s'est interrogé, est-ce qu'il fallait vendre des t-shirts ou des frites pour peut-être retrouver des nouvelles ressources ? Bon, on pense que la solution est ailleurs et je pense que en fait, en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas tant de changer de modèle économique que plutôt mieux comprendre le modèle économique qu'on applique depuis presque 50 ans maintenant et qui est largement articulé autour de la coopération. Mais en fait, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on coopère, on ne sait pas comment on coopère. Et je pense qu'il faut qu'on travaille à cet endroit-là pour trouver les bons indicateurs de performance qui nous seraient adaptés. Merci Vincent. Alors si vous voulez passer le micro à Franck. Franck, vous voyez, ils sont vraiment surpris. Qu'en est-il de... Alors, question, finalement, peut-être, on connaît tous la réponse, mais on va vous la poser quand même. Qu'en est-il de l'état du sol ? Quel effet le modèle agricole dominant a sur le sol et peut-être aussi sur les humains ? Je réponds à la question directe, je ne présente pas ça. D'accord. Ah oui. Non, je présente les racleurs ou pas ? Non ? Oui, aussi. Voilà. Pardon, une petite présentation des racleurs, parce que tout le monde ne vous connaît pas. On improvise. Donc c'est pas... Alors, désolé, je risque d'être cavalier, parce que j'ai un téléphone portable sur les genoux, mais comme j'ai vu que c'était hyper connecté, et que je n'ai pas imprimé, donc c'est juste mes penses bêtes que je lis, voilà, c'est juste ça. Merci, bonjour, merci de nous recevoir. Nous, les racleurs, c'est une association qui existe maintenant depuis 10 ans, 2015. Je regarde Christian, parce qu'en fait, quand on a créé les racleurs, on s'est rencontrés avec Christian. Avec Dominique S dans le Nord, et puis c'est là que j'ai été confronté à cette économie de la fonctionnalité de la coopération. Tu m'avais fait un cours de 2 ou 3 heures, ça m'avait séduit, et donc je suis content d'être là parmi vous sur cette présentation. Les Racleurs, c'est quoi ? C'est une association on se présente plutôt comme interconnecteur et opérateur de terrain. Alors interconnecteur par rapport à quoi ? Alors tu parles du sol, Amélie, on y reviendra, mais c'est surtout comment on valorise et on rend accessible l'alimentation sur les territoires pour tout le monde, et une alimentation durable, une alimentation de qualité. Alors ça, c'est important. Du coup, interconnecteur, on va interconnecter ce qui existe déjà sur les territoires. Ça a été dit d'ailleurs dans la présentation avant les nôtres. Et c'est comment on va permettre, par exemple, sur l'aide alimentaire d'urgence, de rentrer en connivence avec ces structures d'aide alimentaire pour aller donner des services complémentaires, et particulièrement le service de l'accompagnement des usagers, du soin culinaire, à la manière que les légumes et les fruits bruts puissent être utilisés, ce qui n'est pas si simple que ça. Je vous raconte des histoires comme ça, mais c'est loin d'être simple. Donc on accompagne, on essaie d'avancer, on forme aussi sur ces questions-là. Il y a l'éducation à l'alimentation, donc une éducation, on va dire, permanente à l'éducation, plutôt populaire, dans le sens où c'est ouvert à tous, et on essaie d'avoir des techniques qui permettent justement de rassembler au mieux les publics, et tous les publics. On n'est pas dans de l'entre-soi d'une communauté ou d'un profil socioculturel particulier. Donc cette éducation, elle passe par quoi ? Elle passe par des prismes particuliers, des actions particulières. On a mis en place, on fait partie des pilotes en Gironde de la sécurité sociale et alimentaire. Il y en a 4 en fait, et les racleurs font partie sur le pays foyen. Le pays foyen, pour juste vous dire, c'est à 85 km d'ici. Sainte-Foy-la-Grande fait partie des villes les plus pauvres de Nouvelle-Aquitaine, et les 12 plus pauvres, elle fait partie malheureusement des 12 villes les plus pauvres de France. Alors on est sur un territoire très
compliqué en termes de Est-ce que vous pouvez bien gestion. coller le micro au menton, Franck? Ah d'accord. Ah oui, mais alors oui, mais je suis pas très micro. Hein. Je suis ni macro d'ailleurs ni micro. Et donc l'éducation va passer par des prismes. On met en place des paniers solidaires. On fait cette sécurité sociale de l'alimentation. On a aussi des ordonnances vertes où on accompagne les femmes enceintes et qui ont aussi des enfants en bas âge et familles enfants en bas âge. Bon, on a le vrac, une épicerie en vrac qui permet en fait de connecter plein de choses et des gens sur ces connexions font que il y a une éducation à l'alimentation. On travaille beaucoup avec le mouvement des cuisines nourricières sur les soins culinaires. Bon. Et puis les producteurs locaux, comment on interconnecte ce qui existe déjà, c'est la production déjà. Et là, les producteurs locaux, c'est comment on va les mettre en connivence. On va se mettre en connivence avec. On en parlera peut-être plus tout à l'heure, donc je vais vite aller... Et puis la mutualisation des ressources, ce qui a été dit d'ailleurs, c'est comment, sur des ressources matérielles et immatérielles, alors je ne sais pas les ressources humaines dans quoi on les met aujourd'hui, parce que est-ce que c'est matériel, immatériel, vu qu'il y a beaucoup d'humains qui sont tellement exploités qu'on se demande si ce n'est pas des machines, donc on ne sait pas trop où on met cette ressource, mais en tout cas, nous, on inclut la ressource humaine forcément dans le partage des ressources. Et puis l'opérateur de terrain, on a mis en place une ferme jardin qui permet justement de pouvoir faire la production. On met en place des chantiers coopératifs où on fait du bien commun, notamment en mettant des vergers collectifs pour que puisse répondre auprès des habitants et des usagers autour de la problématique de l'alimentation du fruit, qui est une haute valeur ajoutée d'ailleurs, et puis des chantiers coopératifs. Voilà. Alors par rapport au sol, juste pour répondre à la question, Amélie, tu me vois arriver. Par rapport au sol, oui, nous on part de là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'alimentation? Tout. Pour le coup, tout. On va en parler avec le SMICVAL tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on part du principe que le sol doit être fertile pour que cette fertilité... je vais faire une métaphore qui est peut-être malvenue. Mais bon, ça m'est venu quand j'ai écouté Sandro tout à l'heure. On parle de l'économie, de la fonctionnalité, on parle du modèle industriel, du modèle économique. On sait qu'il est compliqué et qui est plutôt des chaînes de valeur qui sont les unes à côté des autres et puis qui produisent des produits et des services. Et voilà, c'est comme ça, notre modèle industriel, il est comme ça. Le modèle du vivant, c'est quoi? C'est créer de la chaîne alimentaire. Des chaînes alimentaires, c'est imbriqué en permanence, les unes dans les autres, ça crée des réseaux trophiques, ça crée la biodiversité. Et bien quand on est sur un sol fertile, on va permettre qu'il y ait la pyramide des fondamentaux, les fondations de la vie du terrestre, de la terre, on va dire, et bien on arrive à faire la cohésion sociale autour d'un pacte alimentaire. Parce que l'alimentation va dépendre justement de la qualité des aliments, aussi, mais aussi de comment on les produit du mieux possible pour avoir le moins d'impact négatif sur notre écologie. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Vous voyez, c'est très riche aussi. Là, il y a toute une solution intégrée autour de nourrir le sol et les hommes. On va poursuivre avec Olivier, avec le voisin. Donc, s'il existe des associations de surveillance de la qualité de l'air, on se dit que c'est bien parce que le modèle dominant, il crée des externalités négatives sur le bien commun qu'est l'air. Effectivement, il y a des surprises dans l'animation. Oui, alors peut-être juste un mot introductif là. Donc, je ne travaille pas au sein des ASCA, qui sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, mais c'est suite à une série d'interventions qu'on a fait avec Isabelle Bouler sur l'enjeu de l'évolution des modèles économiques de ces structures. Ce sont des structures qui ont été installées sur les territoires, dans chaque région, c'est obligatoire, chaque région a une ASCA. Après, ils ont des noms différents, mais le nom institutionnel, c'est ASCA. Et du côté des ASCA, peut-être ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a eu donc bien sûr une prise de conscience à la fin des années 50-60, je crois, je n'ai pas la date exacte, de l'impact que pouvait avoir, des effets que pouvait avoir l'activité industrielle qui émettait un certain nombre de polluants, qui avaient donc des effets sur la qualité de l'air, et il fallait créer des structures, qui sont donc les ASCA, qui ont la responsabilité de surveiller la qualité de l'air et de rendre compte de l'évolution de cette qualité de l'air sur un territoire. En sachant que l'air est quelque chose de complexe, extrêmement complexe. D'abord, on bénéficie tous de l'air, mais c'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on touche, etc., etc. C'est extrêmement évanescent. Le deuxième aspect, c'est que l'air circule, donc il n'y a pas de localisation de l'air, c'est des systèmes, et l'effet
l'effet de tout un tas d'éléments qui permettent de produire, enfin de générer une qualité de l'air satisfaisante ou dégradée sont éminemment complexes. Extrêmement complexes, et la science continue à travailler sur cet enjeu-là. Bref, et au regard de ça, l'État, dans sa capacité régalienne, décide donc de créer ces associations et de rentrer dans le logique logique pollueur-payeur, c'est-à-dire définir, alors il y a des réglementations qui vont devenir petit à petit des réglementations européennes, vont définir ce qu'on désigne comme des seuils autour de polluants particuliers qui vont donc pourraient avoir une incidence sur la qualité de l'air. Donc il y a une définition de ce qui est le périmètre des externalités, de ce qui génère des effets sur la qualité de l'air, et à partir des activités industrielles et donc d'activités qui seraient productrices de tel ou tel produit polluant, l'État met en place une taxe qui s'appelle la TGAP qui va permettre de financer le dispositif. Dernier élément sur les ASCA, c'est qu'il est prévu une gouvernance quadripartite de ces structures associatives qui est donc représentée par un collège qui est l'État, les collectivités territoriales, les industriels et les associations représentatives des citoyens sur un territoire géographique. Le périmètre d'action des ASCA, c'est le périmètre régional, institution. Et ici, le point intéressant, si vous voulez, c'est que de manière tendancielle, pardonnez-moi, eh bien, il y a une évolution de l'activité industrielle par l'amélioration des process, mais aussi par l'amoindrissement du nombre d'industries sur les territoires, qui font que celles qui sont éligibles à la TGAP diminuent. Et donc il y a un appauvrissement du mode financier. Et donc les ASCA se trouvent de plus en plus fragilisés d'un point de vue de leurs ressources financières. Et dans le même mouvement, il y a bien entendu tout un tas de situations, c'est-à-dire la problématique de la qualité de l'air, elle ne se réduit pas à l'activité industrielle, il y a tout un tas d'activités qui vont avoir des effets bénéfiques ou négatifs sur la qualité de l'air à un moment donné, sur un territoire donné. Et même, on pourrait dire que l'air, il y a même une évolution de la manière d'appréhender le sujet de l'air. C'est plus seulement activité industrielle, polluant, qualité de l'air, mais ça va devenir un enjeu, l'air, autour, dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on appelle ça des sphères fonctionnelles, c'est-à-dire vont apparaître petit à petit des éléments qui toucheraient l'air-climat, l'air-énergie, l'air-santé, l'air-mobilité, c'est-à-dire des périmètres de questions qui dépassent la capacité propre du métier d'origine des ASCA. Et dernier élément, c'est que la situation de pollueur-payeur devient beaucoup plus large, puisque moi, citoyen, par mes pratiques de mobilité, je peux être un agent pollueur à un moment donné. Dans mes pratiques de culture, si je plante des arbres qui ont des éléments sur les trucs qui créent des allergies, j'oublie le terme. Voilà, les pollens, pardonnez-moi, j'ai oublié ce petit terme. Je peux être moi-même contributeur de la pollution sur d'autres éléments, voilà. Et puis, si vous avez une concentration, je sais pas, d'une activité portuaire particulière qui individuellement ne sont pas responsables d'une pollution de l'air, mais dans une organisation territoriale d'une zone portuaire, en fonction de l'activité, des types de bateaux qui viennent, etc., contribuent. Voilà. Donc le périmètre de ceux qui contribuent positivement ou négativement à la qualité de l'air s'ouvre, et le système de régulation territoriale pour prendre en charge ces questions-là n'est pas du tout adapté par rapport au modèle historique ni les modes financiers. Ce qui fait que, je finis là-dessus, ce qui fait que les ASCA sont amenés dans leur évolution à développer tout un tas d'activités. Ils vont bien sûr être mobilisés pour essayer de répondre à des activités autour de la ZFE, de décisions sur l'implantation d'une zone portuaire, etc., mais qui dépassent largement leur métier d'origine. Et la question qui nous était posée, Isabelle et moi, c'était de dire, mais vous faites plus d'activités, vous faites tout un tas d'activités,
Mais ces activités vous diversifient, ça vous crée des flux de revenus qui peuvent devenir compenser la baisse de la TGAP, mais surtout la mise en difficulté du modèle d'origine des ASCAR. Mais ces activités, cette diversification, elle vous épuise. Donc d'une certaine manière, elle ne crée pas modèle économique, elle est plutôt, l'image qu'on avait donnée, c'est plutôt quelque chose de centripète. C'est-à-dire, ça vous diversifie, ça vous éclate, c'est des compétences nouvelles, c'est des savoirs que vous n'avez pas, etc., etc., etc. Et du coup, se pose la question de l'articulation, de la mise en mouvement de l'acteur du territoire et d'un modèle économique en capacité de soutenir quelque chose qui est un bien commun, qui est l'air sur un territoire. J'ai fini. Merci. Donc il y a eu une assemblée générale au niveau national, je crois, des associations de la qualité de l'air aujourd'hui, donc ils sont déçus, ils ne peuvent pas être là. Mais donc c'était, voilà, Olivier est là pour porter un petit peu ce qui se joue autour de l'air. Alors maintenant, sans surprise là, du coup, Élise, qu'est-ce que c'est le SMICVAL ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour à toutes et tous. Le SMICVAL, c'est une collectivité territoriale qui se situe à Saint-Denis-de-Pile, à 50 km à peu près de Bordeaux, et qui gère les déchets de 220 000 habitants sur l'est et le nord de la Gironde. Notre activité, et volontairement je commence par le premier terme, c'est la réduction, la collecte et le traitement des déchets. Et effectivement, le constat global sur les déchets, c'est que on est le bout de la chaîne, on est le résiduel, et l'impact déchets, on le retrouve et sur le sol, et dans l'air, et dans l'eau, et sur les santé des écosystèmes et de l'humain. Donc forcément, en termes de conséquences et de nécessité d'agir, ça fait plusieurs années où on sait qu'on est sur une crise systémique face aux déchets, qu'elle soit et économique parce que les coûts subis en termes de traitement ne font qu'augmenter, les volumes augmentent aussi, et si on ne fait rien, si on ne change pas le modèle en profondeur, effectivement, on va dans le mur économiquement, environnementalement et socialement. La réflexion qui a lieu toujours au sein du SMICVAL, c'est de se dire comment on inverse le système et comment on inverse l'offre de services qu'on propose. Et finalement, d'un principe où on met des camions sur les routes, et effectivement, notre cœur de métier historique, c'est de la collecte. L'objectif, c'est de l'inverser, cette offre de services, et de développer tout un panel de services autour de la réduction. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on développe des offres concrètes pour les habitants pour favoriser d'abord la réduction. Et bien entendu, on continuera à collecter et traiter au mieux. C'est vraiment d'inverser en se disant, on ne s'attaque plus aux conséquences, mais on s'attaque aux causes. Et les causes, c'est la production des déchets. C'est effectivement le système consumériste qui ne fait que augmenter le volume à traiter, mais voilà. Et concrètement, même si je pense qu'on en parlera après, pour vous donner quelques exemples, on a notamment mis en place ce qu'on appelle, nous, un supermarché inversé, qu'on appelle le SMICVAL Market. On en a 2 maintenant, qui est vraiment dans un changement d'usage, qui en fait est une déchetterie, nouvelle génération, mais dans lequel on a fait le constat qu'il y avait beaucoup d'objets et de matériaux qui pouvaient être réutilisés, réemployés, et sur lequel on a utilisé les codes de la consommation pour créer un petit supermarché d'objets et de matériaux où les gens viennent déposer ceux dont ils n'ont plus besoin et les autres récupèrent gratuitement. Et donc on recrée de la circularité sur des biens et des matériaux qui pouvaient encore en avoir, mais qui, avec le système actuel, les amenaient à être jetés. Donc ça, c'est un des exemples les plus emblématiques de notre offre de service, et il y en a d'autres, je pense qu'on en parlera après. Et pour faire le lien avec le modèle économique, alors je vais rebondir sur la conférence introductive de Sandro, qui parlait effectivement du passage des moyens aux ressources. Nous, en termes de moyens financiers, même si notre objectif c'est d'en utiliser le moins possible, on a quand même un budget encore à date de 50 millions, donc c'est pas rien. Par contre, pour ces 50 millions, alors même si l'objectif c'est de le réduire, c'est de se dire, soit on les considère comme des moyens, on met des camions sur les routes et on va collecter des déchets, soit on les considère comme des ressources, et auquel cas on transforme et on propose une offre différente pour les habitants. Merci beaucoup. Alors, je pense que là, vous voyez tous que quand on change un peu ce rapport aux ressources, finalement, vous êtes tous engagés dans des dynamiques servicielles. On voit qu'il y a un ensemble de services que vous mettez en place. Et donc, ça nécessite forcément de le faire avec d'autres.
le faire en coproduction. Et donc, c'est un peu ma deuxième question. Comment vous réussissez à faire projet avec d'autres sur votre territoire? Quelles ressources immatérielles, donc on les a évoquées tout à l'heure, vous mobilisez pour y parvenir? Je vais redonner la parole à Franck. Donc, quels sont les acteurs avec lesquels vous travaillez sur le territoire et comment vous y parvenez? D'accord. Juste une chose, je n'avais pas répondu au modèle économique. Je n'y réponds pas, d'accord. Non, parce que elle me voit venir. Ce qui est bien, s'il manque quelque chose d'essentiel, je vous ferai un petit signe. D'accord, merci Annie. Oui, comment on s'organise en fait sur le territoire et quelles ressources, on va dire, immatérielles on utilise. Je pense que ça a bien été dit ce matin, pour que vraiment un écosystème fonctionne, il faut que la ressource soit partagée. Et nous, on en est conscient depuis plusieurs années, depuis même plusieurs décennies dans les travaux qu'on mène, et on les mène grâce aux chercheurs. Donc c'est vraiment important d'avoir les chercheurs autour de nous qui font ce travail d'aller chercher, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on peut valider et invalider. Et ça nous est vraiment fort. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est issus d'une problématique, c'est qu'en fait, on voulait être producteur avant tout pour faire ruisseler sur notre territoire de l'alimentation. Et être producteur sur son territoire, aujourd'hui, alors qu'il y a plein de producteurs, mais nous, c'est la production de vignes. Alors c'est pas avec la vigne qu'on va s'alimenter. Ok, enfin bon, on pourrait. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on pose des fois comme question quand on est en mutualisation avec les paysans, c'est de se dire, parce qu'on mutualise, on essaie de rentrer en connivence avec les paysans, c'est de se dire, aujourd'hui vous arrachez beaucoup de vignes, peut-être ça serait bien de mettre de la vigne de raisin de table, parce que c'est une valeur ajoutée extraordinaire qui a un coût incroyable et qui n'existe pas sur notre territoire. Et qui, eux, ils ont la compétence pour ça. Donc, comment on crée de la filière, d'ailleurs, ce qui a été dit aussi ce matin. Donc, nous, c'est compliqué dans notre façon de faire, parce que quand on a voulu être producteur, c'était au moment où on avait imaginé que l'insertion pouvait être notre support, et puis l'État a coupé le robinet de l'insertion, c'est comme ça. Et du coup, heureusement qu'on est appuyé par d'autres services de l'État, et notamment de l'ADEME, qui nous aident beaucoup à continuer cette mission qu'on s'est donnée d'interconnecter. Alors après, sur la ressource immatérielle, c'est on rentre en connivence. Nous, c'est un mot qu'on utilise peut-être, qui est peut-être pompeux ou peut-être un peu bizarre. En tout cas, on essaie de rentrer en connivence avec des corporations différentes sur les territoires, et c'est pas simple. C'est pas quelque chose de simple, mais parce que il y a de l'entre-soi qui existe par les corporations, chacun par les cultures, et c'est pas simple, mais on y parvient par des hubs, par des moyens un peu détournés, des espaces qui sont mutualisés, comment on a diagnostiqué, on a vu ce qui existait sur le territoire et qui permettait d'anoblir quelque part un modèle économique un peu en déshérence de producteurs, parce qu'ils ont des ateliers de transformation, mais qui sont utilisés très peu dans l'année, parce que c'est à des périodes particulières, et à d'autres périodes, comment on peut les utiliser pour faire, nous, de la transformation alimentaire pour les habitants et l'aide d'urgence d'alimentaire. Toutes ces choses-là, on essaie de les mobiliser. Pour cela, il faut rentrer en connivence. Pour ça, il faut avoir la confiance. Donc il faut rentrer en confiance, et cette confiance-là, elle est loin de se décréter comme ça en claquant des doigts. Elle passe par des processus un peu plus humains, qui font qu'il faut qu'on fasse expérience ensemble. Et faire expérience ensemble, c'est que quand, par exemple, nous, on essaie de rentrer en connivence avec les agriculteurs, je dis ça parce que c'est peut-être le plus compliqué aujourd'hui que l'on ait à vivre. Je n'ai rien contre... Enfin, moi, j'ai une formation agricole et tout ça, donc j'ai pas de problème avec ça, mais ils sont tellement dans des douleurs, ils sont tellement ils sont tellement victimes d'un système extraordinairement broyeur pour eux, que ces douleurs-là sont compliquées de rentrer en connivence quand il y a des gens, il y a des comme ça, des corporations qui sont très très en douleur. Donc, mais on y parvient. Pourquoi? On y parvient en partage d'expérience. Quand aujourd'hui il y a de la solidarité à avoir, quand il y a de l'arrachage de vignes, malheureusement chez nous c'est hémorragique, et bien on crée des chantiers coopératifs qui permettent d'aider les paysans à arracher les vignes. Et donc c'est bien parce qu'on est en relation directe sur une souffrance donnée, c'est un peu l'empathie, c'est qu'on est en entraîne sur une souffrance, qu'on commence à se regarder positivement, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et du coup de travailler sur des moyens de pouvoir se reconvertir, créer des nouvelles filières qui vont permettre aussi de faire des marchés de producteurs ou des lieux de production qui sont mutualisés. On essaie de discuter et de réfléchir ensemble. Donc c'est vraiment par cette transmission-là, cette confiance et cette connivence qu'on fait alliance sur des fois des cultures qui sont pas si simples que ça. Voilà.
peut-être... Et ce que vous me disiez aussi, c'est que l'important, c'est de faire expérience ensemble. Donc, c'est qu'en faisant, finalement, qu'on arrive à construire la confiance. Par exemple, à faire venir des experts du sol et qui puissent partager un peu ces connaissances à des agriculteurs qui, finalement, là, sont ouverts pour écouter ça. C'est incroyable, il y a une synchronicité dans ce que tu racontes. Pourquoi ? Parce que il y a Claude Bourguignon qui était en train de m'appeler à un moment. Oui, on travaille beaucoup en fait avec Claude et Lydia Bourguignon du LAMS sur la question du sol. Et quand on les fait venir, nous, sur des préoccupations des sols que nous, on a besoin de cartographier, de connaître pour vraiment faire une production résiliente au-dessus, eh bien, on fait profiter en effet les paysans qui, eux, n'ont pas les moyens d'avoir cette expertise-là et qui est pourtant, qui est vraiment celle qui va faire la différence sur les types de production qu'on peut mettre en place, nonobstant des fois envies de quelques démarches productives qui seraient de mettre que des oliviers et des pistachiers à la place des vignes qui forcément est souvent un contresens dans cette monoculture permanente. Et donc c'est comment on permet par des expertises aussi de rentrer en connivence. Mais j'ai d'autres anecdotes toutes simples. C'est que quand on fait des chantiers coopératifs, parce qu'on accompagne le paysan ou l'agriculteur en douleur sur des arrachages ou autres, mais aussi quand on permet d'ouvrir à des paysans qui sont des artistes et d'ouvrir nos lieux pour faire des expositions, tout ça, ça a l'air de rien. Mais ça permet que la communauté s'ouvre et on rentre aussi en connivence et en confiance. Et on a, quand il y a une transhumance qui est faite parce qu'on a un jeune paysan qui a des moutons et qui a besoin d'aide pour passer de prairie en prairie sur des régions rurales qui sont quand même bien éloignées, les fonciers sont éloignés, eh bien, on est en symbiose et on accompagne ça. Et du coup, on fait en effet expérience ensemble. Et on comprend aussi les douleurs, on les accueille et on essaie de trouver des réponses et des solutions. Ce que je vous raconte là, ça a l'air d'être un monde paisible. Ça l'est pas, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça met du temps, ça met beaucoup d'énergie, ça met des fois des relations un peu compliquées aussi, tendues même des fois, parce que moi j'ai pas de tracteur, je monte pas sur un tracteur, et s'il faut monter sur un tracteur pour être en connivence vraiment, donc il faut trouver des moyens détournés à ça, et on les trouve quand même, et on arrive à faire maillage. Et à travailler avec d'autres là par exemple dernièrement on avait un paysan qui avait fait une culture de courges avec ses maïs parce qu'il était sur la logique des 3 sœurs. Je ne vais pas rentrer, mais les courges, il ne savait plus quoi en faire. Donc il nous appelle, est-ce que tu peux prendre les courges bio? Mais les courges bio, je peux vous dire que quand vous voyez à 4-5 euros, enfin à Bordeaux c'est un peu plus cher, désolé, enfin chez nous c'est à peu près 5 euros le kilo la courge bio. Ok, et bien là on avait 250 kilos de courges. Je peux vous dire que quand on les a apportés, on a fait le système pour aller au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, dans nos lieux. On a tout découpé, on a mis à disposition des personnes et on a accompagné sur comment on pouvait manger ces courges-là et les conserver tout l'hiver, toutes ces choses-là. Et bien ça met tout de suite une relation directe de ce qu'un écosystème sur un territoire peut être mis en place parce qu'il y a une question de confiance. Merci beaucoup pour ces exemples qui sont vraiment très concrets. Maintenant, je propose à Vincent de poursuivre. Donc, Vincent, vous mettez à disposition de vos adhérents, en fait, qui sont divers, une plateforme deux plateformes avec du matériel technique, mais en fait, c'est pas que technique. Justement, il y a beaucoup d'immatériel derrière. Ben oui, c'est ce qu'on découvre, en fait, petit à petit. Ces ressources immatérielles, déjà, pour nous, il a fallu comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Puis moi, une fois que j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, je ne vais jamais réussir à faire ça tout seul. Donc il faut d'abord que je m'intéresse un peu à la dimension interne de mon organisation. Donc embarquer un peu l'équipe salariée, mais aussi l'équipe bénévole, puisque l'association dit bénévole, et la gouvernance est bénévole. Et c'est pas simple. Ces termes qu'on emploie là depuis tout à l'heure, c'est des nouveaux concepts, et donc j'ai assez vite compris que tout seul j'arriverais pas, donc il fallait embarquer aussi cette équipe. Donc ça passe par pas de la formation, mais au moins de l'explication, prendre du temps, rassurer, parce qu'il faut qu'on dépasse aussi le modèle qu'on connaît et qu'on applique encore pour bon nombre d'entre nous. Et donc ça a été évoqué, il y a cette notion de temps en fait. Je ne sais pas si le temps est identifié comme une ressource immatérielle, mais
très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait du temps, donc il faut organiser ce temps. Donc ça, c'est pour la dimension interne, puis il y a aussi la dimension externe. Donc effectivement, Amélie le disait, nous, on va parler de nos utilisateurs, on n'emploie pas le terme client, même si ce n'est pas un gros mot, mais puisqu'en fait, les utilisateurs de nos services sont des adhérents à l'association, différents types d'adhérents, de droit public, de droit privé. Dans le droit privé, on va retrouver des associations, bien sûr, mais aussi tout type d'organisation. Ça peut être une SARL, par exemple, pourvu que l'objet social de cette organisation soit culturel, sportif ou éducationnel. Les structures de droit public, ce sont des collectivités majoritairement, mais ça peut être aussi des établissements publics. Donc il faut s'adapter à leur fonctionnement, il faut s'adapter à leurs besoins. Et ça, c'est un vrai savoir-faire qu'on a su développer. Et donc là, on conscientise qu'il y a quelque chose, il y a un savoir-faire, une compétence qui n'est pas toujours valorisée, en fait, c'est pas facturé, en fait, mais on va être capable d'écouter, en fait, et de co-construire avec ces utilisateurs. Il va falloir aussi développer une compétence sur l'animation de la coopération, puisque, je le disais tout à l'heure en introduction, sont des pratiques qui sont installées depuis longtemps en fait, dans nos processus, comme on coopère en fait, avec nos adhérents, mais c'était plutôt fait de façon instinctive. Et là, il s'agit en fait un petit peu de, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de rationaliser un petit peu cette coopération pour permettre son développement. Voilà un peu. Donc oui, dans la co-construction avec vos adhérents, c'est là que vous permettez d'avoir une réponse qui est vraiment pertinente à leurs besoins. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous faites aussi de la formation, de l'accompagnement. S'il y a besoin pour un spectacle, vous pouvez envoyer quelqu'un pour aider à monter. Vous connaissez aussi les salles pour dire quel matériel va, etc. Donc là, il y a toutes ces ressources immatérielles que vous mobilisez pour que ce soit vraiment pertinent par rapport aux besoins. Et aussi, ce que vous me disiez, c'est que finalement, ce sont des relations dans la durée, qu'il y a la confiance qui est hyper importante pour vous aussi. Ouais, cette confiance-là, c'est vraiment une des ressources principales pour nous. Ça passe déjà par l'acte d'adhérer à l'association, c'est-à-dire qu'en fait, même si on n'est pas complètement dupe, beaucoup aussi d'adhérents sont des adhérents opportuns, c'est-à-dire qu'ils payent leurs cotisations quand ils ont besoin du service. Malgré tout, pour un certain nombre d'entre eux, il s'agit vraiment d'un accompagnement au long cours. Donc cette confiance-là se construit, se nourrit aussi des différentes expériences. Et je reviens sur la dimension interne, parce qu'en fait, cette confiance aussi est, à mon avis, à retrouver. En fait, alors il n'y a pas vraiment de problème de confiance, mais on voit bien que dans l'évolution des relations, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais Sandro l'a évoqué tout à l'heure, la question de la subordination, en fait, instituée par le contrat de travail pour les salariés, je trouve, vient un petit peu gratter cette notion de confiance. Et si on veut développer, en fait, et mieux utiliser nos ressources immatérielles, il faut travailler à cet endroit-là. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. C'est hyper long. Et je n'ai pas trouvé encore la recette miracle. Merci. Et moi, un exemple aussi que je retenais, c'est la confiance, elle est quand même essentielle quand on met à disposition du matériel. Et vous disiez avant, on parlait de la qualité, il y avait souvent des sujets, et maintenant, c'est plus un sujet finalement. Oui, ça c'est. En plus, je peux en parler librement parce que il y a une bascule qui s'est opérée avant même que j'arrive à la direction il y a plus de 12 ans maintenant. Et on m'avait raconté cette anecdote-là où circulait l'idée que quand on venait chercher du matériel à l'APMAC, c'était une chance sur deux. Une chance sur deux que le matériel tombe en panne. C'est pas super en termes de confiance. Et donc, il a fallu travailler là-dessus. Les collaborateurs ont pris conscience et ont travaillé sur la qualité, sur le contrôle des matériels. Et ça, aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment un processus qui est complètement maîtrisé et qui est stratégique. Parce que si on devait retomber dans ce principe d'une chance sur deux, on reviendrait abîmer cette confiance. Ouais.
Il y a ça, il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire en sorte que une forme de performance d'usage par l'adhérent du matériel qui vous le rend dans un bon état aussi. Et ça, je crois que c'est dans les deux sens, la confiance. Bien sûr, on travaille à cet endroit-là aussi pour permettre aussi à l'adhérent, parce qu'il ne s'agit pas de déresponsabiliser totalement, mais permettre à l'adhérent de nous ramener du matériel en bon état, il faut travailler à le former, à sensibiliser en fait sur les différentes technologies, sur comment on monte une structure métallique ou un podium, etc. Si on ne veut pas risquer justement que le matériel revienne esquinté. Merci beaucoup. Alors, Élise, c'est à vous. Le SMICVAL, faire projet sur un territoire. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire là, sur les ressources immatérielles que vous devez mobiliser pour réussir à faire ensemble sur le territoire. Oui, effectivement, partant du constat que le projet politique au sens noble du SMICVAL, c'était d'inverser l'offre de service et de rentrer par la réduction et de proposer un panel de solutions autour de la réduction. Et l'objectif étant de diviser par 2 la quantité de déchets produits sur notre territoire d'ici 2030, sachant qu'il y a encore 2 ans, on est à peu près à 600 kilos par an et par habitant. Donc un gros cheval de trait, hein, j'aime bien prendre cette image. L'objectif, c'est de passer un petit poney d'ici 2030, c'est à peu près 300 kilos le petit poney. Donc pour passer au petit poney, on a fait 2 constats. Le premier, c'est on ne pouvait pas faire tout seul, ça c'était sûr. Et le deuxième, il fallait aussi qu'on s'appuie, je rejoins Franck, sur les chercheurs, sur les sciences cognitives, comportementales et humaines pour pouvoir nous accompagner dans comment justement nous accompagner au mieux le changement de comportement face aux déchets, à la réduction de déchets. Donc ne pas faire tout seul, ça veut dire créer des écosystèmes. C'est pas toujours facile et effectivement ça demande du temps. Je rejoins Vincent, du temps, de l'énergie. C'est d'abord par facilité, on va travailler avec ceux qu'on connaît bien, hein, les associations du territoire qui sont engagés dans l'environnement. Alors elles sont faciles, c'est du pain béni pour nous et voilà, c'est facile de travailler avec elles. Mais petit à petit, on s'est dit ça suffit pas. Donc il faut ouvrir à d'autres typologies d'acteurs du territoire. Et là, l'entrée, c'était de se dire ok, le déchet, on fait le lien directement avec l'environnement, mais pour certains, ça ne va pas parler, c'est comme ça, c'est un fait. Et il faut certainement rentrer par d'autres biais. Donc, on va avec certains rentrer par le biais de la santé, par le biais de l'alimentation, effectivement, par le biais de l'éducation, de la culture, du sport. Donc, pour aller toucher finalement d'autres champs communs d'action. Pour nous, une finalité qui est effectivement d'arriver à la réduction de déchets. Mais si je prends l'exemple du sport, on travaille avec des associations sportives pour créer des marathons, semi-marathons, zéro déchet. Donc, pas semi-déchet, zéro déchet. Donc, pour les semi-marathons zéro déchet, c'est forcément rentrer par l'aspect organisationnel, festif aussi de l'organisation sportive, tout en amenant des solutions qui permettent de changer la production de déchets sur ce type d'événement et de changer le regard aussi. On travaille beaucoup, alors on a posé des chantiers prioritaires. Un de nos grands chantiers, c'est la matière organique, donc on travaille avec les rateleurs, notamment aussi parce qu'on a une volonté d'aller plus loin sur nos sols, puisqu'on a des sites qui à la base étaient des sites industriels. Et on s'est interrogé sur comment est-ce qu'on pouvait les mettre à la disposition des écosystèmes et du vivant pour régénérer les écosystèmes. Donc on travaille avec les rateleurs là-dessus pour pouvoir avoir des parcelles chez nous qui soient vraiment dans une optique de favoriser les écosystèmes. Donc la matière organique, c'est un élément très important, un axe d'entrée pour lequel on se bat parce qu'on dit les végétaux, c'est pas des déchets, ça devrait retourner là où ça a été produit pour amender les sols. Et tous les restes alimentaires qui sont le sujet actuel, pareil, c'est de l'amendement pour nos sols qui s'approvissent. Il y a aussi une expérimentation autour des couches lavables. Oui. Donc, quand un syndicat mixte de valorisation des déchets s'empare des couches lavables, ça donne quoi et avec qui? Et donc, effectivement, sur un deuxième grand chantier, c'est tout ce qui est textile sanitaire, dans lequel il y a les couches bébés, qui représentent en gros 1 tonne de la naissance à l'âge de la propreté par enfant, donc 1000 kilos, ce qui est énorme. Et là, pour travailler là-dessus, on a fait plusieurs choses. On s'est rapproché pour déjà des sciences cognitives et comportementales pour
étudié quels étaient les freins et les facteurs de basculement vers la couche lavable et à quel moment, quand on est jeune parent, ça rentre dans une réflexion ou pas du tout. D'ailleurs, ça c'est un choix, c'est comme ça. Et donc on s'est rendu compte que les réflexions c'était un petit peu avant la naissance en grande partie, mais qu'ensuite il faut avoir une solution assez rapidement si on veut pouvoir basculer. Et le deuxième frein important, c'est le lavage. Et donc, on a fait une expérimentation avec des crèches, des assistantes maternelles et des jeunes parents en disant, OK, nous, on va gérer la collecte et le lavage des couches. Et on a travaillé avec aussi des entreprises et ESAT qui nous ont permis de faire le lavage. Et on va vous ramener des couches propres et nous, on vous assure cette problématique-là. Donc ça a été vraiment un écosystème à créer autour de la réflexion. On l'a pas généralisé comme un service pour le moment. Par contre, on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on accompagne les crèches qui le souhaitent pour s'équiper et pouvoir lever les freins pour le faire eux-mêmes. Et on travaille avec une des maternités du territoire pour proposer de tester aux jeunes parents les couches lavables au moment de la naissance des enfants. Et si je prends un troisième exemple sur tout ce qui est plastique, puisque c'est un troisième enjeu très important, et j'ai ma collègue Clémentine qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui est présente aujourd'hui avec moi. Sur le plastique, pareil, il y a énormément d'enjeux de volume plus que de poids, mais surtout des enjeux sur les écosystèmes et sur la santé au sens large. Et donc, l'objectif sur le plastique, c'est forcément de travailler à plusieurs niveaux. Et là, en travaillant avec... nous, nos usagers, nos clients, c'est l'habitant. Hein. Donc, eux, par rapport notamment aux emballages plastiques, la première réflexion, c'est de dire, nous, on les subit. C'est pas nous qui les produisons, on les subit. Et effectivement, ça vient notamment des industriels. Donc, on n'a porté pas tout seul un manifeste pour proposer des solutions concrètes auprès des gros industriels qu'ensuite on est allé déposer auprès de Coca-Cola, Danone, etc. Pour au moins, on sait que c'est une petite graine, mais on a planté une petite graine avec un collectif pour pouvoir se dire, plantons cette graine pour continuer, même si on sait qu'ils sont dans des réflexions d'éco-conception, mais plutôt de réduction du volume et du poids du plastique plutôt que de changement de modèle. Donc c'est comment on va plus loin et on change le modèle. Et ensuite, à l'échelle locale, on travaille avec des commerçants et on a un programme Mon Commerçant s'engage pour favoriser la vente en vrac et le fait que les personnes viennent acheter avec des sacs lavables ou des Tupperware ou autres qui permettent d'éviter l'emballage. Et là, on accompagne les commerçants, surtout de bouche du territoire, et on leur propose de travailler avec eux, de lever les freins, de faire des tests, de leur mettre à disposition des outils aussi, et d'aller plus loin en leur proposant un petit challenge avec une carte de fidélité et des lots autour du zéro déchet pour leurs clients à eux. Et je crois qu'il y a même une grande surface qui, même si c'est pas la cible forcément, mais qui était d'accord pour mettre en place ce programme. Donc c'est quand même là il y a une logique quand même de confiance pour dire au rayon boucherie, on peut venir avec son Tupperware en verre et les personnes qui sont là qui vont servir, il faut ça change un peu leur façon de faire aussi puisqu'elles doivent peser, etc. Oui, ça a été une grande fierté aussi de se dire on a réussi même si c'était pas l'objectif de fond, c'est-à-dire en termes de vision du monde, on va plutôt se dire on aimerait que les habitants du territoire favorisent l'achat local chez les producteurs, sur le marché ou chez des épiceries de coin, mais la réalité elle n'est pas là. La réalité elle est qu'il y a au moins 90% de la population qui font leurs courses ou au moins une grande partie en grande surface. Et donc comment nous aussi on rentre en grande surface pour permettre d'être là où les gens sont et leur permettre juste un petit pas de côté, assez facile. Et je cite la marque parce que on travaille avec eux et il y en a plusieurs. Alors c'est des franchisés, donc ça dépend vraiment du franchiseur, mais c'est le réseau Intermarché où certains franchisés sont vraiment très engagés dans la réduction de déchets et nous ont permis de faire de la communication dans les rayons à 2 niveaux. Et effectivement sur les rayons bouchers, fromagerie, etc. pour amener ses propres contenants. Et c'est de la pub Smigwell, clairement, qui favorise ça. Et sur les rayons couches lavables, puisqu'ils en vendent aussi, ou protection menstruelle lavable, ou pareil, nous on fait des soutiens financiers aux habitants, donc on subventionne en partie les solutions lavables, et ils ont mis de la publicité pour les soutiens financiers, donc c'est gagnant-gagnant.
eux, c'est des produits qu'ils vendent, donc ils espèrent effectivement en vendre plus. Et nous, on espère qu'en achetant ça, les personnes achèteront moins de jetables, donc c'est gagnant-gagnant. Et on rentre effectivement là où les gens sont pour pouvoir leur parler. Et là, par contre, il faut trouver les bonnes entrées, ceux qui veulent bien travailler avec nous, ceux qui ont un intérêt partagé aussi à travailler ensemble. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de ressources immatérielles qui sont motivées pour avoir des réponses pertinentes. On a besoin de compétences, de confiance avec les bénéficiaires ou les partenaires sur les territoires. Et donc, ça, c'est des enjeux aussi de coopération dans le travail. On sait que les ressources immatérielles, elles sont portées par l'activité des personnes. Alors justement, dans chacune de vos organisations, ça engendre des évolutions dans l'activité des personnes, dans le travail. Et on va poursuivre avec vous, Élise, parce qu'il y a toute une évolution qui est accompagnée par le SMICVAL, toute une politique autour de cette évolution des métiers. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus ? Oui, dans le projet global, c'est effectivement transformation de l'offre de service. Ça sous-entend transformation de l'organisation et transformation de nos métiers. Et notamment, pour réaffecter les ressources là où on en avait le plus besoin, on a aussi pris des décisions qui ne sont pas faciles à porter parce qu'on change la vie du quotidien des habitants. On a notamment décidé d'arrêter la collecte en porte-à-porte pour la passer en point d'apport collectif. Et ça, forcément, on vient toucher le quotidien de l'habitant et ça crispe un peu pour certains. Par contre, on savait pourquoi on le faisait. C'était absolument pas une fin en soi. C'était pour dégager des mannes financières, justement, et des ressources pour les réaffecter sur les services de réduction notamment. Et finalement créer un cercle vertueux en disant plus on réduira, moins ça coûtera en traitement et plus on générera des ressources pour maîtriser le coût au sens large et deux, produire des services de réduction, et effectivement créer une boucle vertueuse rétroactive et qui se poursuit. Mais pour ça, il y avait un engagement et heureusement politique fort, c'était le maintien de l'emploi. On est 300 à peu près au SMICVAL, avec 80% c'est des collègues de terrain. Donc beaucoup, 60% c'est des chauffeurs reapers, clairement. Et donc, changer le modèle externe, en termes d'offre de service, ça voulait dire changer le modèle interne aussi. Et donc, c'est changer nos métiers. Alors, Sandro nous a accompagnés aussi en réflexion sur une étude entre transition écologique et transition des métiers. Donc, je sais que lui, il dit on ne crée pas de nouveaux métiers. Donc, on n'a pas créé des nouveaux métiers. D'ailleurs, c'est vrai parce qu'on n'a rien inventé. Hein. Tous les métiers qu'on a, ils existent ailleurs. Mais par contre, on est en transition des métiers. Et pour vous donner un des exemples les plus emblématiques, c'est que moins de reapers, moins, entre guillemets, le langage courant est boueur, hein, mais c'est plus très joli. Donc, moins de reapers, c'est une réaffectation aussi des compétences et un accompagnement à l'évolution des compétences sur d'autres métiers. L'exemple emblématique, c'est qu'on a créé un service de réparation de petits électroménagers et donc on a un de nos reapers qui est devenu réparateur. Et pour ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Forcément, déjà, il y avait de l'appétence de sa part. De la montée de compétences, donc on l'a accompagné pour qu'il monte en compétences aussi là-dessus. Et d'ailleurs, pour tirer l'exemple, moi j'ai toujours une frustration en me disant on l'a peut-être pas assez accompagné en formation, il faudrait aller plus loin, etc. Et grâce à l'étude que Sandro a portée, en fait, on s'est rendu compte que ce qui a généré les premières compétences qu'on lui a données par les premières formations et surtout ensuite l'expérience avec les premières réparations lui a permis de s'auto-former et de continuer encore maintenant. Il est rentré dans une boucle d'auto-formation. Et il va plus loin puisqu'il est dans une réflexion de création de bases, un petit peu de tutoriels pour générer de l'auto-réparation aussi pour les habitants et leur proposer. Mais lui, ça lui permet de continuer à se former puisque ça l'oblige de se mettre dans une réflexion un peu différente, et création de communautés de pratique pour aussi continuer à être dans une montée en compétences. Donc ça, en termes de processus, justement, de création de valeur immatérielle et de se dire, en fait, nous, on a insufflé, on a accompagné le début, mais ensuite, ça a créé un cercle vertueux où, finalement, ça devient un peu exponentiel, ça fait plaisir. Après, il y a des transformations de métiers qui sont, entre guillemets, plus simples, puisque c'est des chauffeurs qui sont toujours chauffeurs, mais qui ont changé de pratique dans les outils techniques, on va dire, là-dessus. C'est des reapers qui sont maintenant maintenanciers, qui gèrent la maintenance des équipements,
des équipements au sens large, des sites, et certains aussi collègues qui sont passés sur tout l'accompagnement au zéro déchet. Donc un des collègues qui était Reaper aussi, maintenant accompagne les commerçants sur le programme dont je vous parlais, mon commerçant zéro déchet. Et donc tout ça, c'est effectivement pour nous la nécessité de se questionner en continu. D'ailleurs, on est en chemin, on est toujours en chemin. Moi, il y a plein de jours où je doute et je me dis comment est-ce qu'on va plus loin, comment est-ce qu'on accompagne différemment, on sait où on va, ça change pas, mais est-ce que c'est le bon chemin ou est-ce qu'il faudrait pas faire un pas de côté et finalement faire les choses un peu différemment. Par contre, ça nécessite en termes de ressources immatérielles beaucoup d'engagement à tout niveau, et des fois c'est fatigant, et donc c'est aussi la capacité à régénérer l'énergie, et donc c'est aussi comment on régénère les humains entre guillemets, donc c'est une réflexion actuelle pour finalement continuer à porter les transformations au sens large. Oui, l'enjeu de santé est au cœur, d'autant que Reaper, c'était pas forcément un métier qui était pour la santé, évident. C'est un beau métier, nos collègues aiment leur métier, et tant mieux d'ailleurs, ils sont fiers de le faire. Par contre, on le sait, les études nationales et internationales le montrent, un Reaper a 15 ans d'âge moyen en moins de vie par rapport à une personne lambda. Et on le voit malheureusement à titre concret et réel, puisqu'on a des collègues qui ont des gros soucis de santé et qui sont en arrêt long, malheureusement des collègues qui partent à la retraite et quelques années qui décèdent à peine 65 ans. Donc effectivement, on sait que c'est un métier qui use à plusieurs niveaux, parce que c'est des horaires décalés, parce qu'on les déchets, on ne veut pas les voir. Donc malheureusement, d'un point de vue sociétal, il y a encore beaucoup de collègues qui se font la nuit parce qu'on ne veut pas le voir. Et c'est des métiers aussi qui sont aux intempéries, comme les métiers du bâtiment, donc qui sont en extérieur toute la journée et physique. Donc l'ambition, c'était aussi de se dire, d'un point de vue social, on fait évoluer nos métiers pour derrière proposer aussi un travail et une activité différente à nos collègues, et effectivement favoriser la santé physique et plus globalement aussi. Et ça, vous le suivez dans le temps, comme vous le disiez, vous mettez en place des espaces réflexifs. Justement, ça fait à peu près 2 ans. Là, je crois que les premiers ont changé de métier. Donc, pour revenir un peu sur ça, et vous avez quel retour alors ? Les premiers collègues qui ont changé de métier, ils sont tous ravis d'avoir changé. Ils ont toujours une petite nostalgie, et même je trouve ça hyper positif, de leur ancien métier. Mais par contre, ils savent ce qu'ils ont perdu, mais ils savent ce qu'ils ont gagné aussi. Par contre, après, on voit bien dans les métiers, les transitions des métiers, dans leur nouveau métier à eux, c'est-à-dire celui qu'ils ont investi, ils voient aussi et les avantages et les limites. Donc ensuite, on revient dans un système traditionnel où dans son métier, on voit tout ce qui nous plaît et tout ce qui nous plaît moins, et comment est-ce qu'on accompagne et on fait évoluer le système pour que ça crée de la richesse aussi au sens large. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va revenir à Franck. En ce qui concerne le travail, vous, l'activité, elle est portée par l'équipe, par des bénévoles, mais aussi, surtout, vous travaillez, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec les paysans, les agriculteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment on arrive à mettre au travail des questions de travail et à le faire évoluer ensemble ? C'est une vaste question. Oui, on essaie, on passe aussi par le prisme de la formation, de comment, sur des métiers particuliers, comment il peut y avoir des remises des remises pas en question, mais en tout cas des nouvelles manières de faire. Voilà, des nouvelles manières de faire. Alors c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du sol. On appréhende vraiment par ce biais-là, ça permet aussi de faire des connexions assez intéressantes. Il faut savoir que sur la micro-ferme, par exemple, qu'on a mis en place, qu'on appelle la ferme-jardin, ce sont des habitants qui ont été mobilisés pour avoir ce qu'on appelle ça des micro-maraîchers. Sur 500 mètres carrés de surface, comment ils sont capables de produire, déjà pour eux, ce qui est déjà pas mal, production familiale, mais aussi d'avoir une production qui rentre dans le système alimentaire du territoire, et qui peuvent aussi avoir des revenus complémentaires. La base, c'est qu'on les forme. C'est-à-dire qu'on forme l'habitant qui est
d'ailleurs profanes, souvent sous la manière de produire, mais aussi d'appréhender des paramètres tels que le sol notamment, en tout cas des terroirs particuliers, le climat, toutes ces choses-là, la biodiversité, mais pas que. On les forme dès le début, ça fait partie du contrat, sur comment on fait solidarité, comment on s'organise ensemble pour pouvoir être plus fort et trouver des réponses quand on a peu de moyens, ce qui est le cas. On n'a pas de moyens d'investissement, on a très peu de moyens d'investissement. Du coup, comment on arrive à faire solidarité, et on les forme. Alors, je vais dire, on forme à ça. Déjà sur la médiation. Moi, le premier groupe que j'ai eu d'habitants, ils se sont, au début, quand on faisait un tour de table, alors nous sommes des asociaux. Nous n'avons pas l'habitude d'être avec les gens, et du coup, ça va être compliqué. Ils avaient des profils différents, et ils avaient du temps de libre parce qu'ils avaient vécu aussi des problématiques d'emploi professionnel aussi, et donc ils se sont présentés comme ça. Et donc dans la formation, qui est une formation technique aussi, on va d'abord passer à l'action ensemble. C'est le faire ensemble aussi. On va passer à l'action ensemble, on va appréhender un peu un écosystème pour le coup, mais l'écosystème véritablement naturel, et on va commencer à comprendre comment on peut, avec peu de moyens, avec des techniques agronomiques aujourd'hui qu'on maîtrise plutôt bien, parce que la technologie aussi passe par ces sciences-là, comment on appréhende mieux un sol, comment on fait qu'on peut, en effet, avec la matière organique, y mettre tout de suite de la valeur ajoutée, et du coup de passer à l'action et de montrer qu'ils peuvent facilement produire. Alors ça, c'est déjà pas mal en termes de valorisation. Là, alors, pourquoi ? Parce que sur 500 mètres carrés, aujourd'hui, ces personnes qui n'avaient jamais vraiment fait du micro-maraîchage, même pas du jardinage d'ailleurs, des fois, se retrouvent cet été à avoir une production, voire une surproduction. Et du coup de se dire mais bon sang, c'est possible sans avoir de moyens pour un coup sur un sol qui est quand même compliqué. Pour le coup, les Bourguignons sont arrivés avant, ils nous ont dit là ton sol là il est bien, mais avant il y a quand même 300 il te faudrait 300 tonnes de matière organique bio, parce qu'on est certifié Écossaire sur tous nos terrains, donc avec un cahier des charges bien particulier qui est aussi formateur d'ailleurs. Comment on apprend on est sur des cahiers des charges qui font que ça nous donne un cadre, et ça permet que l'habitant ait un cadre aussi, de comprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi pour permettre de répondre à une forme de qualité des éléments naturels, mais aussi de la nourriture qu'on va produire. Et du coup, quand les Bourguignons commencent à me dire là, ton sol, il est en dégradation parce qu'il y a eu beaucoup de cultures monospécifiques avant, et du coup, il a été très dégradé. On a 2 hectares, on a quasi 3 hectares, et du coup, il va falloir 300 tonnes à l'hectare de matière organique, avec un C sur N de 20. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais Élise, tu vas comprendre un peu plus de ça. Et puis 10 tonnes d'argile pour arriver à remettre un peu des fondamentaux. 300 tonnes à l'hectare, on a quasi 3 hectares. Vous voyez ce que ça peut représenter en termes de tonnage et surtout en termes de coût. Moi, j'avais fait vite. Alors, il n'y avait que le SMICVAL qui pouvait proposer de la matière organique bio, pour le coup, certifiée bio. Alors, je connaissais le SMICVAL, je savais qu'en plus, au-delà de ça, la matière organique était de très bonne qualité. Et du coup, il a fallu que je trouve des solutions. La solution, c'est de rentrer en connivence avec le SMICVAL. Première réponse. Donc au mois d'avril, il y a eu d'ailleurs une organisation de l'EFC, un colloque de l'EFC, et du coup organisé par le SMICVAL. Et du coup, je suis intervenu, et c'est comme ça que je suis rentré en connivence avec Alexandra et Eva, qui travaillent au SMICVAL. Et tout de suite, ça a matché. En disant, toi, tu as besoin de tant de tonnes de matière organique pour aggrader ces sols et être productif très vite. Nous, on a de la matière organique. Et nous, on a besoin, comme Élise le disait tout à l'heure, on a besoin d'avoir des compétences pour mettre en place au sein du SMICVAL un espace aménagé qui réponde à des problématiques qui ont été évoquées avant sur de l'aménagement paysager, mais aussi du nourricier, et puis aussi sur un sol un peu compliqué. Est-ce que tu peux donner de ta compétence, j'ai cette compétence aussi, de donner cette compétence à hauteur de ce que les 300 tonnes pourraient être livrées chez toi? Bingo. On n'aurait jamais pu les avoir. Ça aurait coûté à peu près 7 000 € avec le transport et tout ça. On n'aurait jamais pu les avoir. Vous imaginez 300 tonnes, ce que ça représente. Combien là. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé une convention et que on met en place cette stratégie qui a permis qu'on puisse améliorer les sols et être productif pour les habitants. Et c'est hyper valorisant. Et du coup, de rentrer en connivence avec les paysans, parce qu'ils ont vu arriver
toute cette matière organique en disant mais ouais, vous pétez dans la soie. C'est un peu ça aussi. Non, vous êtes hyper subventionné. Ah ben non, on n'a pas de moyens. On est juste, on essaie d'être en coopération avec des structures. On devait monter un abri, on n'avait absolument pas de moyens. On a fait le tour des entreprises, on a vu ce qu'elles jetaient. On a une entreprise qui fait du bardage métallique et qui avait des sous-produits, qui mettait à la déchetterie, qui jetait à des niveaux pas possibles. On a récupéré, on a monté pour quasi rien un abri qui aurait coûté 3 à 4 000 balles. Donc c'est juste parce qu'on n'a pas les moyens, mais on va essayer de trouver des réponses. Et alors là, comme tu parles des paysans, là, des agriculteurs, tu disais tout à l'heure, on arrive à créer la confiance avec eux, c'est long et ça se fait en faisant ensemble. Et justement, vous arrivez même à parler de questions de travail avec eux, alors que t'es pas sur ton tracteur, justement. Enfin, comment vous faites, par exemple, tu dis, ils arrachent la vigne, on vient les aider, mais après, parfois, on leur conseille de mettre des amandiers, des pistachés. Nous, on leur dit peut-être qu'on peut faire autrement. Et puis sur d'autres cas très concrets, il y en a un, finalement, avec cette confiance qui a été créée, il vient vous installer une clôture. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça là, en 2 minutes, avant que je passe la parole à Olivier, que j'ai oublié sur la question d'avant? Oui, alors, aujourd'hui, malheureusement, il est plus facile de rentrer en connivence parce qu'ils sont en vraie douleur. Avant, il y a quelques années de ça, les viticulteurs n'avaient pas cette douleur. Ça marchait très bien, ils avaient leur process, ils n'avaient pas besoin de rentrer de créer un écosystème quelconque. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils étaient la coopérative, géraient tous les trucs. Et tout ça. Aujourd'hui, ils sont dans une vraie impasse. Et dans leur métier, ils ne savent faire malheureusement que de la monoculture et particulièrement de la vigne. Et avant, c'était le tabac. Donc vous voyez, cette douleur-là permet de se dire comment on peut essayer de trouver des réponses ensemble. Comment on peut trouver des réponses pour pas que vous re-rentriez, parce que ça, ils comprennent quand même que de faire la monoculture de pistaches et d'oliviers, ça va pas répondre à la problématique. Ils vont re-rentrer dans un système qui est compliqué après, dans quelques années. Ouais. Donc c'est comment on arrive à se structurer et à réfléchir à des filières éventuelles pour que justement ils soient vraiment des producteurs locaux qui vont permettre que ça ruisselle sur, non pas à Bordeaux, parce que le truc du ruissellement ne fonctionne pas souvent à l'envers, mais au moins sur notre territoire. Et que ça soit de la haute valeur ajoutée. Donc on va travailler sur ces questions-là, et c'est vrai qu'en rentrant en lien avec quelques agriculteurs, on arrive à avoir des effets de mutualisation de compétences, mais aussi d'équipement, qui n'est pas rien. Pour preuve, quand il a fallu monter la clôture anti-gibier, parce que vous voyez bien qu'on a 3 hectares avec les sangliers et les chevreuils qui sont partout, tant mieux, mais là, des fois, ça devient compliqué. Il faut monter une clôture anti-gibier, on n'a pas de moyens, on se débrouille, on fait des avances d'argent, tout. Bon, je ne rentre pas dans les trucs, mais c'est qu'il faut arriver à la monter, cette clôture, assez vite. Et bien, quand on a un ami paysan, parce que ça devient des amis après, du coup, on boit des coups ensemble, c'est aussi ça qui fait que la commensalité, c'est vraiment génial, pour arriver aussi à faire connivence. Et du coup, d'avoir juste le tracteur avec le marteau, vous savez, hydraulique, parce qu'ils ont l'habitude avec les vignes de faire ça, clac, clac. Mais je peux vous dire qu'en une demi-journée, la clôture sur 8000 m² était posée, et qu'on a plus passé du temps à manger ensemble qu'autre chose. Waouh, ça fait. Mais ça, c'est juste un exemple. On pourrait en prendre bien d'autres exemples que l'on a sur cette mise en lien. Et on peut l'appeler, d'ailleurs on s'est appelé encore il y a 2 jours sur un autre en disant voilà, je suis très embêté parce que je viens d'ouvrir mon hangar et j'ai des balles de foin qui sont plus utilisables pour mes moutons parce qu'elles ont pris l'humidité. J'en ai 20, je sais plus quoi faire. Je peux te les amener tous, et au lieu que ça soit 35 balles la balle, excuse-moi, je te les fais à 10 balles parce que c'est juste pour la manutention et tout ça. Bingo, pas de problème. Et comment aussi, et ça je finirai là-dessus, on est solidaire sur leur économie. C'est-à-dire, ils ont besoin d'avoir aussi de l'argent, de l'économie sonnante et trébuchante qui rentre. Et quand on a besoin d'eux, eh bien on rentre en partenariat et on facture, il y a une facture, et il y a sur des prestations qui peuvent être faites sur des intrants qu'on peut avoir, sur ces choses-là, pour permettre aussi, parce que ça favorise ça forge vraiment la confiance, pour le coup, d'être aussi en altérité par l'économie et en générant de l'économie. Aussi petite soit-elle, symboliquement, c'est important.
Merci beaucoup Franck. Alors Olivier me faisait les gros yeux, je me demandais qu'est-ce qu'il me veut. Bah oui, je l'ai oublié sur la question d'avant. Alors tu auras les deux questions en même temps, bah, je sais que tu sais faire. Quelles ressources immatérielles sont mobilisées par les ASCA alors pour prendre en compte pour prendre en charge ces enjeux autour de la qualité de l'air? Et puis, qu'est-ce que ça donne dans le travail, dans le travail des personnes? Et voilà. Ouais, j'étais perturbé parce que j'arrivais pas à répondre à la question 3 sans avoir abordé. Je vais dire donc quelques points. J'ai 5 minutes, c'est ça? Oui. Oui. La question de la qualité de l'air, encore une fois, il y a une certaine complexité et il y a un enjeu d'évaluation, de mesure, d'appréciation, de comprendre ce qui se passe. Et il y a un enjeu de faire des choses pour améliorer et donc de mobiliser des acteurs. Par exemple, je vous donne un exemple, mais à un moment donné, il y a la politique de ZFE qui se met en place. Et donc apparaît tout un tas de questions autour de la manière d'apprécier les effets de la mise en place de la ZFE sur la qualité de l'air. Derrière, ça va poser la question de comment on comprend les effets, comment on les mesure d'une certaine manière, et puis comment on accompagne des acteurs, jusqu'aux citoyens qui utilisent sa voiture, pour mettre en mouvement des enjeux autour de la qualité de l'air et de la mobilité. En Normandie, à Rouen, il y a une amélioration de la qualité de l'air sans que la ZFE soit complètement installée. Tout le monde est très très content. Et là, on découvre, c'est parce qu'il y a un pont qui est en train de se construire. Il y a un détournement de la circulation. Et donc, les effets magiques que ça n'a absolument rien à voir avec des actions, mais c'est simplement un effet bénéfique d'un détournement parce qu'il y a des travaux sur un pont. Du coup, tout le dispositif d'accompagnement doit être repensé. C'est le premier exemple. Je vous donne un autre exemple. On doit travailler sur la qualité de l'air intérieur. C'est des enjeux très très importants de santé. Là, ça va poser des questions. Alors, on va mesurer... Oui, la Normandie, ça fait beaucoup de personnes, par exemple. Donc, on va travailler où? Les écoles, d'accord. On met quel type de capteurs? Qu'est-ce qu'on comprend de l'usage de la classe, si on est dans le scolaire, par rapport à ce qu'ils vont raconter les capteurs? Comment on rentre du coup en discussion avec les usages? Qu'est-ce que ça va amener comme action concrète pour pas simplement mesurer la qualité de l'intérieur? Parce que si vous commencez à la mesurer, qu'elle n'est pas bonne et que vous faites rien, faut mieux laisser les gens dans l'ignorance, hein, c'est plus prudent. Et vous voyez tout un tas de questions. Autre problème qui se pose, par exemple, là je reste aussi sur un exemple en Normandie, il y a des problématiques entre d'une activité industrielle mettons sur le territoire de Rouen, qui est très proche de l'activité industrielle, très proche du centre-ville, et il y a une problématique entre ce que l'on sent et la nuisance. Donc il y a une nuisance olfactive et l'impact, ce que ça raconte du point de vue de la qualité de l'air. Alors des fois ça sent pas bon, mais c'est pas grave. Des fois ça sent rien et c'est très très grave. Et donc il y a mis en place un dispositif par l'ATMO Normandie, donc l'ASCA Normandie, qui s'appelle le langage des nez. Donc là il faut inventer des dispositifs, accompagner des gens pour les former, à comprendre à travers ce qu'ils sentent, ce qui se passe, pouvoir créer du coup des mises en situation de discussion entre des riverains, des industriels eux-mêmes formés. Et vous voyez, tout un tas de questions. Du coup, les ASCA, ils sont confrontés à trois grandes questions. Première, c'est il y a plein de sujets et à chaque fois, c'est des sujets nouveaux. On pourrait dire il y a des attentes, des besoins, mais il n'y a pas une demande stabilisée. Et donc, un coup, ils doivent faire ça, un coup, ils doivent faire ça, un coup, ils doivent faire ça. On pourrait dire qu'il n'y a pas de demande sociale stabilisée qui leur permet, deuxième enjeu, de savoir, mais quels vont être les investissements qu'ils doivent faire, matériels et immatériels. C'est-à-dire développer quel type de compétences, acheter quel type de matériel, etc. etc. Comment on pilote cette question-là? Et qui prend le risque? Comment on construit des décisions sur quel type d'investissement on doit faire à l'échelle d'un territoire? Qui prend le risque de l'investissement et qui finance tout ça? Et troisième grande question, c'est qu'il faut mettre en mouvement des acteurs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mesurer la qualité de l'air et de comprendre ce qui se passe. Bien sûr, il faut agir. Alors, qui se trouve engagé là-dedans? Comment on met en mouvement? Et d'une certaine manière, on passe d'un enjeu où la qualité de l'air, modèle historique, c'est quelque chose qui est défini par l'État à partir de normes, de composantes et de seuils, à quelque chose où la qualité de l'air devient du vivre ensemble. Mais quand on est le vivre ensemble, ça touche tout le monde.
Mais qui en est responsable? Qui prend en charge ces questions-là? Qui s'en préoccupe tous les matins de créer les conditions d'une qualité de l'air? De sorte que ce que fait les ASCA, ce qu'on a travaillé avec Isabelle, c'est de montrer que le cœur de cette question-là, c'est les ressources immatérielles. C'est-à-dire, on va dire que, donc je vais aller vite là, par rapport au temps qu'on a, c'est un peu plus complexe, mais juste pour vous indiquer ça, c'est-à-dire que les ASCA, c'est un organisme dont se dotent les citoyens et les acteurs du territoire pour développer ensemble une capacité de compréhension et d'action autour de quelque chose qui est complexe et qui nous échappe. De sorte que ce que crée l'ASCA, c'est la capacité, parce qu'ils vont développer des méthodologies, des compétences, des investissements matériels particuliers, parce qu'ils vont développer des capacités à mettre en confiance des acteurs pour travailler ensemble, ils développent un patrimoine collectif commun par les ressources immatérielles qu'ils vont développer eux avec tout un tas d'acteurs pour pouvoir avancer sur tout un tas de questions. Et là, je finis là-dessus, ça veut dire que la logique de travail qui est derrière, ou la logique avec les acteurs, je commence par la logique des acteurs, mettons d'une collectivité, qui est de dire, mais quand je travaille avec l'ASCA, j'ai une dépense monétaire, mais en même temps, je l'aide à avancer sur des sujets, je l'aide à fabriquer petit à petit de la demande sociale, je l'aide à développer des choix d'investissement, je l'aide à développer de la méthodologie, des compétences, etc., qui vont pouvoir être bénéfiques pour d'autres collectivités territoriales lorsqu'elles vont s'engager là-dessus. De sorte que le salarié dans l'ASCA, quand il travaille, il a un peu deux enjeux. Il doit à la fois répondre aux trucs hyper techniques qu'on lui demande et savoir, lui, ce qu'il est en train de produire dans les différentes dimensions de compétences, etc. Comment il peut en faire quelque chose au service d'une dynamique plus collective. De sorte que le modèle économique là, des ASCA, c'est bien de la manière dont le territoire, donc des acteurs au sein du territoire, y compris les citoyens, se dotent et participent de quelque chose qui nous aide à prendre un bain commun. Alors, du point de vue du travail, ça va poser beaucoup d'inflexions dans la pratique de personnes qui sont des scientifiques de la qualité de l'air. Parce que on a besoin de scientifiques, et j'en discutais avec Jean-Marc, qui est le plus scientifique de nous tous ici, sur cet enjeu-là. Ça pose des questions d'accompagnement. Il faut développer des dynamiques d'accompagnement. Des collectivités, des écoles, des machins, des trucs, pour pouvoir agir. Il faut arriver à, d'une certaine manière, du point de vue du travail, à jauger jusqu'où on va. Qu'est-ce qui fait valeur? Est-ce que c'est, par exemple, le chiffre certifié à 5 ou 6 chiffres après les virgules, qui est la référence professionnelle, de dire, voilà, quand on a produit un chiffre, il est bon. Bien entendu, à 5 ou 6 chiffres après la virgule, pour un directeur dans une collectivité territoriale, c'est pas vraiment son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est... Donc, comment on déplace le fait d'une expertise technique qui va très loin, parce que c'est le référent professionnel de produire des chiffres précis, à quelque chose où c'est moins le chiffre précis qui compte, que la manière, à travers un certain nombre d'éléments, ça crée de la mobilisation des acteurs, de l'accompagnement, de la manière dont ils comprennent les choses, etc., etc. Et puis, troisième enjeu de travail, c'est comment on arrive à faire travailler des structures, des collectivités, des industriels, etc., ensemble. Ça, c'est une question nouvelle qui se pose du point de vue du travail des ASCA, enfin nouvelle, hein, c'est-à-dire qui est en intensité beaucoup plus forte. Et donc, on a voilà des sujets qui déplacent professionnellement les assises, les références du modèle professionnel d'un certain nombre de personnes qui sont au sein de ces structures, et c'est-à-dire des règles professionnelles, des règles métiers très installées du point de vue de scientifiques qui produisent des données irréprochables. Ça va poser deux questions particulières en complément. C'est le déplacement du travail de la direction. C'est-à-dire le travail de la direction, des directions des ASCA, c'est d'accompagner cette mise en mouvement du modèle économique pour être en adéquation avec la situation qui se présente telle que sur leur territoire. Et donc, du point de vue professionnel, il y a à la fois des enjeux de travail pour les salariés des ASCA, mais il y a aussi, je ne vais pas dire surtout, parce que c'est sur un autre plan, mais fondamentalement des enjeux de travail du point de vue
du travail de direction. Et il y a un deuxième enjeu complémentaire à celui-ci, c'est le travail de la gouvernance. Parce que les ASCA, c'est une association avec 4 collèges, je l'ai dit tout à l'heure. Et là aussi, il y a un travail à faire sur le travail de la gouvernance. C'est la manière dont la gouvernance se remet au travail ou se met au travail pour soutenir cette dynamique d'évolution. Merci beaucoup, Olivier. Alors, pour finir, Vincent, vous me disiez que de votre côté, à l'APMAC, vous travaillez sur l'élargissement des compétences. Voilà, qu'est-ce que ça pose comme question de travail là, quand on essaye de vraiment avoir cette solution intégrée, d'être pertinent? Qu'est-ce que vous mettez en place de votre côté? Plein de choses, mais avec beaucoup d'humilité. J'en ai pas parlé, mais en fait, avant de m'engager dans cette grande transformation, on a mené au sein de l'APMAC en fait une réflexion prospective pour essayer d'anticiper un petit peu le futur, en tout cas, ce qui risquerait de nous arriver. C'était centré, bien entendu, autour des baisses de subventions. En tout cas, c'était l'élément déclencheur. Puis, la réflexion nous a permis justement de constater, j'en ai parlé tout à l'heure, que beaucoup de nos processus même intégraient déjà de la coopération, mais qu'on n'en avait pas forcément conscience. Ça nous a permis aussi de constater qu'on avait des défauts, en fait, notamment en termes de communication interne et externe. Là, vraiment, il y avait besoin de travailler là-dessus. Et puis donc, assez naturellement, sont apparus les besoins en formation, en compétences. Alors, affiner les compétences, peut-être aller chercher des nouvelles compétences. Sur la coopération, bien sûr, j'en ai parlé. Donc, moi, je me forme. Donc, je suis directeur et je confirme. Ça oblige en fait la direction à s'engager aussi dans un processus de transformation assez impactant, mais ça n'aurait pas beaucoup de poids s'il n'y avait que la direction. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, il faut engager tout le monde, la gouvernance et les salariés. Donc, il y a tous cette démarche de formation, mais d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas forcément des temps académiques, c'est aussi des temps d'expérimentation, d'échange. Voilà, on tourne. J'ai évoqué tout à l'heure le temps. C'est aussi interroger du coup les processus existants pour dégager du temps pour cette coopération. Donc ça peut passer par exemple par développement d'outils numériques qui vont nous permettre d'automatiser certaines tâches pour récupérer du temps à cet endroit-là. Ça peut peut-être sembler un peu contre-intuitif parce que en même temps on voit bien qu'il y a quelque chose autour il y a une dimension humaine qu'il faut réintégrer en fait dans nos processus, mais peut-être que pour pouvoir réintégrer cette dimension humaine, c'est vrai que parfois il faut peut-être déshumaniser un petit peu certaines tâches. Bon. Qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dessus? Il y avait la question aussi c'est presque un peu bateau de dire ça, mais l'accompagnement au changement avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire que la peur en fait que ça peut générer de dire attention, on va transformer. Il y a aussi parfois une forme les gens peuvent être dubitatifs. Ah ouais, on va transformer encore. On nous dit toujours qu'en fait, il faut se transformer. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est la vraie transformation. Donc, il y a la notion de confiance que j'ai abordée tout à l'heure. C'est un truc. C'est pour ça que je parlais d'humilité, parce que franchement, faut y aller à tâtons, avec prudence, confiance. Beaucoup d'amour. Et ce que je retenais aussi, c'est qu'il y avait, vous aviez remarqué dans les équipes une forme de surspécialisation dans le travail, c'est-à-dire moi je fais ça et en fait je fais ça et puis c'est tout quoi. Donc il y a l'administratif, il y a les techniciens, etc. Et en fait là ce que vous essayez de faire c'est de plus prendre en compte le travail de l'autre et de faire quelque chose et puis de sortir de cette spécialisation finalement qui est induite un peu par le modèle dominant aussi et qui permet pas forcément d'être
pertinent comme vous souhaitez l'être. Comme beaucoup d'organisations, j'imagine, on a un organigramme fonctionnel avec des tâches bien identifiées, des postes bien identifiés. Et puis, en fait, sur le papier, déjà, ça marche moyennement, on le sait. C'est-à-dire que déjà, on adopte tous. Il y a l'organigramme hiérarchique, l'organigramme fonctionnel. Déjà, c'est pas toujours pareil. Et puis, dans la réalité, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de souplesse, puisque un technicien d'atelier qui, normalement, sur le papier, a en charge le mouvement des matériels, donc préparer les sorties de matériel et recevoir les matériels rapportés par les adhérents, les contrôler, les ranger, etc. Oui, mais en fait, cette personne, c'est aussi la personne qui est quasiment le seul contact pour les adhérents. Parce que les adhérents envoient leurs équipes, souvent bénévoles, chercher le matériel, et c'est ces personnes-là qui échangent avec le technicien d'atelier. Et donc le technicien d'atelier va aussi devoir peut-être détecter un manque dans le matériel qui aurait été loué, peut-être interroger l'utilisateur sur sa capacité à mettre en œuvre les matériels. Et s'il détecte un petit manque à cet endroit-là, peut-être tu dis viens, je vais te montrer comment ça marche. Donc il y a tout ça, et ça, en fait, sur le papier, c'est pas clairement indiqué. Je reste sur cet exemple de technicien d'atelier. C'est aussi ce technicien d'atelier qui va être en capacité de faire remonter tout un tas d'informations à l'administratif pour la facturation, où là il y a un matériel qui est manquant ou qui a été détérioré, donc il faut déclencher l'assurance, et donc il y a tout un tas de compétences là qui se transmettent. En tout cas, il faut y faire attention, parce que sinon après ça crée des incompréhensions entre services. Il faut savoir qu'à la PMAC, c'est une toute petite équipe, on est 14 plein temps, oui presque, et sur 2 sites. Donc c'est vraiment une toute petite équipe. Donc si on reste sur une hyper spécialisation, très vite ça coince. Mais là, l'enjeu en fait de la transformation, c'est d'intégrer, parce qu'en fait intuitivement on le savait que c'était pas hyper spécialisé. Bon, certes, il y avait des rôles définis, et je pense que ça restera, mais il faut qu'on arrive à intégrer en fait cette souplesse et ces multiples compétences dans notre organisation. Et garder à l'esprit l'idée que aussi les individus évoluent dans leur vie, et que même s'ils sont très attachés à l'organisation, ils peuvent avoir besoin, envie aussi d'évoluer dans leurs fonctions, et être à l'écoute de ça. Et moi, j'étais assez satisfait, puisque à un moment donné, je me suis dit c'est marrant, quand je regarde toute l'équipe, en fait, tout le monde a changé de poste. C'était super. Puis j'en restais là. Et puis maintenant, j'entends que certains individus, collaborateurs, ont d'autres aspirations. Je dis mais là, ça vient bouleverser mon organisation, en fait. Donc comment on fait ? Voilà. Merci. Il est 12h27. Donc normalement, on finit dans 3 minutes, sauf si on a le quart d'heure de rab bordelais. Non, pas trop. Quand il s'agit du déjeuner, moins. On peut quand même prendre, et puis vous avez peut-être tous faim, mais dans la salle, 1 ou 2 réactions. Alors à chaque fois, on entend, moi je me retrouve dans tous vos témoignages, c'est toujours aussi la contrainte qui nous amène après à faire un pas de côté, à se dire il faut qu'on fasse autrement. Je vais me limiter parce que sinon je vais parler toute la journée. Là, sur les dernières interventions, il y a aussi, on entend la confiance, l'expérimentation, la connivence, voilà. Et après, aujourd'hui, moi, je me heurte à quelque chose qui est vraiment contraignant, c'est avec les normes du travail. Donc, la transformation du travail, la prise en compte de chacun, de la santé au travail, des multicompétences, voilà, on a un peu travaillé tout ça. J'ai envie de dire, par rapport au droit du travail, moi, je suis tout le temps hors les clous. Voilà. Alors, en plus, on est passé d'une structure publique, non, mais il faut le dire parce que c'est quand même d'une structure publique à une structure associative, d'un centre social communal à un centre social intercommunal, voilà, à même niveau d'équipe et tout, sur la coopération. Mais en termes de droit du travail, vous voyez, là, on est passé sur l'association. Il a fallu choisir une convention collective. Rien que ça.
Une convention collective, j'ai pas le choix. Hein. Il y en avait deux possibles par rapport à notre code APE. J'en prends une des deux. Bon, voilà. Là, aujourd'hui, on avait travaillé, donc c'est vrai qu'on... Peut-être sans trop rentrer dans les détails pour qu'on puisse prendre un autre témoignage. Mais c'est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on prend, de l'expérimentation, c'est prendre des risques et tout. Mais la confiance, elle va bien. Moi, j'aurais pu basculer l'année dernière, parce que la confiance avec les collaborateurs, on emmène tout le monde. À un moment, la vie d'un des collaborateurs change, sa vie perso change. Sa vie perso fait qu'à un moment, il revient et me dit « Ouais, mais c'est pas ma fiche de poste. Ouais, mais ça va pas avec la convention collective. Oui, mais ce que tu nous demandes, c'est en dehors. C'est du harcèlement, c'est machin. » Juste ça aurait pu... Donc aujourd'hui, moi j'avais dit plus de fiche de poste. On voit que c'est pas ça. On n'a pas le droit. Oui. Mais on est... vous devez être hors les clous tout le temps, comme moi. Donc il faut le dire aussi. Christian, tu voulais intervenir ? Non, d'abord, vraiment bravo à vous tous là, parce que c'était absolument passionnant, et le rapport que vous faites à votre expérience et à la question de la doctrine de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, c'est un rapport extrêmement vivant, et j'ai été passionné par chacun de vos prises de parole. En fait, j'avais envie d'un côté de réagir à ce qu'a dit Madame, et en même temps faire un lien juste avec ce qu'avait dit Sandro, qui paraît peut-être être un point qu'on pourrait continuer à travailler ensemble. C'est-à-dire que vous avez très bien mis en évidence que les ressources immatérielles, dans la phase actuelle des confiances, la compétence, la santé, sont des ressources absolument stratégiques. Et vous avez indiqué la place à chaque fois de cette question. Et en même temps, bien entendu, derrière, on est interrogé sur la nécessité de les développer. On part du principe de confiance, mais comment développer le principe de confiance ? On part d'un principe de compétence, mais comment développer le principe de compétence ? Et il y avait dans la conclusion de Sandro, c'est pour ça que je vous intéresse de revenir, un point à mon avis absolument capital, qui est de dire, dans l'UFC, ce que l'on propose, comme pas de côté, mais comme pas de côté stratégique, c'est de prendre la question de la réflexivité comme la question centrale. C'est-à-dire la question centrale de l'organisation et la question centrale de nos préoccupations. La réflexivité. La réflexivité, c'est un moment tout à fait singulier où, en repartant de l'expérience, on revient sur ce qu'on a vécu, donc aussi des éléments d'affect, on revient sur des éléments de connaissance qu'on peut partager avec les autres pour progresser. Et c'est ce processus de réflexivité qui est à la source du développement des confiances, des compétences, et derrière de la pertinence des solutions que vous inventez les uns et les autres. Alors cette question de la réflexivité, je trouve que c'est un super sujet. Si on pouvait l'instruire un peu aussi dans cette université, ce serait merveilleux, parce que c'est la réponse qu'a apporté Sandro, que je partage complètement, au passage de moyens à une ressource. Alors juste un point comme ça indicatif, si vous voulez, il y a trois dimensions de la réflexivité. Il y a une dimension, c'est un temps de réflexivité. Ce que je suis en train de faire à la réalité. Un temps de réflexion, on prend le moment à un moment donné. Voilà, juste un temps. Prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé. Il y a d'autre part quelque chose qui relève plutôt d'une organisation de la réflexivité, c'est-à-dire on met en place un moment de retour d'expérience qu'on stabilise ensuite dans l'organisation. On met en place un dispositif de formation, mais pas une formation académique, scolaire. Une formation qui s'appuie sur l'expérience, qui fait remonter l'expérience de telle manière que les personnes puissent s'approprier la diffusion des connaissances. Et après, il y a une troisième dimension un peu plus compliquée, ce que j'appelle les dispositifs de réflexivité qu'on essaie d'installer dans le réseau Cocagne ensemble, avec son grand copain Dominique S., mais qui est le dispositif, c'est un tout petit peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'on essaye d'institutionnaliser différentes dimensions de la réflexivité, très vite, les enjeux de professionnalisation, les enjeux d'innovation, et les enjeux de souffrance au travail, les difficultés que nous éprouvons les uns et les autres, dont nous souffrons les uns et les autres, moi le premier, dans le travail. Alors, quand on associe réflexivité en matière d'innovation
réflexivité en termes de professionnalisation, et réflexivité en termes plus personnels, plus interpersonnels, plus intersubjectifs, alors on met en place un dispositif de réflexivité. Et je trouve que cette question mériterait d'être en continuité avec la richesse de ce que j'ai dit, instruite pendant l'université. Merci à chacun et chacune pour vos témoignages. C'était court, ils auraient encore plein de choses à dire. Merci à vous tous pour l'écoute attentive.